Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Au Kosovo, avec quelques heures d'avance, le retrait des forces serbes est total. L'OTAN annonce officiellement la fin de sa campagne aérienne et les États-Unis confirment qu'un accord a été passé sur la démilitarisation de l'UCK. Boris Yeltsin en vedette au G8 à Cologne. Moscou et Washington enterrent l'âge de guerre. Le président américain lève les inquiétudes sur l'état de santé du maître du Kremlin. L'affaire Coca-Cola, après les premières analyses qui ne révèlent aucune anomalie, le mystère reste entier sur les causes des malaises. Le gouvernement maintient ses recommandations. Les scouts de France veulent se donner un label de qualité, tout faire pour assurer après le naufrage d'adolescents il y a un an en Bretagne qui faisait partie d'un mouvement marginal. Et puis Céline Dion, une diva au Stade de France, acclamée par plus de 80 000 spectateurs, la ferveur du public et le talent de la Québécoise en tournée européenne. En bon ordre et avec quelques heures d'avance sur le calendrier, les forces serbes ont donc quitté le Kosovo. Il n'y a plus un seul militaire en uniforme yougoslave dans la province. Avec ce retrait total et définitif des quelques 40 000 soldats et policiers, une journée qui restera dans les esprits comme celle de la fin officielle de la campagne aérienne de l'OTAN. Dans cette zone frontière entre le Kosovo et la Serbie, Thierry Tuillier et Bruno Giraudon ont suivi le départ des derniers effectifs. À gauche, le Kosovo. À droite, la Serbie. La frontière est virtuelle, mais pas pour les troupes de la KFOR, qui doivent rebrousser chemin sous le pont, limite extrême de leur déploiement. De ce côté-ci de la frontière, la colonne de chars yougoslaves est souveraine. C'est le premier poste de contrôle à la sortie du Kosovo. Les soldats qui veulent bien nous parler apparaissent surtout soulagés d'être sortis vivants de la guerre. Maintenant, c'est la paix. Et nous, c'est tout ce que nous voulions. Quand la paix a été signée, il y a eu un accord. Donc nous reviendrons. Et nous nous déploierons aux frontières avec l'Albanie et la Macédoine. Le Kosovo est à nous. À la question sur Milosevic, ce petit groupe de tankistes répond sans nuance. Milosevic, c'est le meilleur, le numéro 1. Sincère ou pas, ces propos nous apprennent que l'armée de Belgrade n'est pas en déroute. Son retrait s'est fait en bon ordre, ses soldats se sont montrés disciplinés, y compris lorsqu'il faut négocier avec l'ennemi d'hier, l'OTAN, un passage au Kosovo pour aller chercher des équipements. Il n'y a entre les deux armées aucune tension. Selon les accords de paix, l'armée yougoslave est autorisée à aller chercher du matériel. Mais on veut juste s'assurer qu'ils vont prendre la bonne route. Et les choses se sont bien passées. Un simple aller-retour au Kosovo et en fin d'après-midi, la colonne yougoslave est repartie vers la Serbie sous les colibets des Albanais. À minuit donc, il n'y aura plus d'uniforme yougoslave au Kosovo. Pourtant, plus loin, dans un curieux chassé-croisé, nous rencontrons des réfugiés serbes du Kosovo qui rentrent chez eux à Pristina. Ils ont peur, mais après 10 jours d'errance en Serbie, ils veulent prendre le risque. Je ne sais pas s'ils vont nous laisser libres. Je veux juste rentrer à la maison. Pourquoi vous ne restez pas en Serbie? Un autre reprend. Pour nous, la Serbie, c'est trop petit. Cet après-midi, plusieurs dizaines de véhicules de réfugiés serbes sont rentrés au Kosovo. Mais personne ne sait pour le moment s'il s'agit d'actes individuels ou d'une politique de retour voulue par Belgrade, qui ne veut pas d'un trop grand nombre de réfugiés sur son territoire. Et avec le départ des troupes serbes, les images des dégâts faits par les avions de l'OTAN, ces chars yougoslaves anéantis, une colonne blindée prise sous le feu des forces alliées. Ces dernières heures ont accéléré les règlements de compte entre les communautés serbes et albanaises. Dans la petite ville de Mitrovica, au nord du Kosovo, les troupes françaises ont dû s'interposer. La tension est extrême de part et d'autre. Les pillages se multiplient. Les Albanais profitent de ces derniers jours pour s'emparer de ce que les Serbes n'ont pu emporter dans leur exode. Anne Poncinet, Philippe Jasselin. Il baisse la tête en emportant ce canapé parce qu'il sait que nous savons que ce canapé n'est pas à lui. Il appartenait à ceux qui habitaient dans ce village serbe et qui se sont enfuis. Lui, il est albanais.
C'est eux qui ont commencé. Ils ont brûlé 3 maisons à moi. Ils ont tout brûlé, tout cassé, tout volé. Le village de Grace était ce matin comme sous l'emprise de cette fureur de prendre et de se venger. Le pillage a duré ainsi quelques heures sans que les soldats français parviennent même à limiter la casse. Nous sommes passés ici il y a 1 heure. J'ai vu une famille albanaise, il n'y avait pas de feu ni rien. Et je les ai dit de ne pas mettre le feu. Comme vous voyez, ça n'a pas raté. C'est seulement quand les renforts sont arrivés que les pillards ont été chassés. Allez, sortez là, les gosses! Allez! Chassés mais avec leur butin. L'important pour les soldats de la KFOR, c'était d'arrêter les incendies et disperser la foule présente. Pour l'instant, on est chargé de surveiller les axes qui sont là pour permettre aux Serbes d'évacuer la région. On ne peut pas en même temps s'occuper des axes, s'occuper de tous les villages aux alentours. Donc l'important, c'est que l'axe soit préservé pour que les gens puissent quitter la région. C'est ça l'essentiel. Autre lieu, en ville cette fois, mais là encore il s'agit de disperser. Ces Albanais sont au pied d'un immeuble. Ils savent que certains appartements ont été libérés par des Serbes, alors ils veulent les prendre. On attend pour récupérer un appartement, parce que les nôtres ont brûlé. On n'a pas de place pour dormir. À l'intérieur, quelques Serbes sont restés, effrayés. Ils affirment vivre encore aujourd'hui dans ce bâtiment en bonne intelligence avec des Albanais. Mais cette fois, ils sont presque sur le départ. Nous voulons soit de la sécurité ici, c'est-à-dire des soldats de l'OTAN ici devant notre immeuble, ou bien nous devrons partir. La foule des Albanais a été dispersée. Plusieurs arrestations de pillards ont eu lieu dans la ville. Ce qui n'est pas dispersé en revanche, c'est le cruel besoin de logement de cette population. L'attitude de l'armée de libération du Kosovo préoccupe les Occidentaux, même si un accord sous 30 jours du désarmement des combattants vient d'aboutir. La confirmation est venue des États-Unis. Reste que sur le terrain, les incidents se multiplient, comme à l'ouest de la province, près de Peć, où 3 civils serbes ont été tués par les forces de l'UÇK. Maris Burgo et Gilles Jacquier se trouvaient dans ce village au moment où se sont déroulés ces événements. Dans l'après-guerre au Kosovo, la peur change de camp. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la règle qui prévaut aujourd'hui au Kosovo et la présence des troupes de la KFOR n'y change rien. Il est 18 h hier soir lorsque les militaires découvrent 3 corps dans le village serbe de Belopolje. Il y a un autre corps là-haut, mais l'endroit est certainement miné. 3 civils serbes assassinés de sang-froid en plein jour et devant le reste de la population par un commando de l'UÇK composé d'une dizaine d'hommes. Ils nous ont dit on vous donne 1 heure pour partir. Sinon on tue tout le monde. Les mêmes mots, les mêmes menaces que celles que proféraient les forces de Slobodan Milošević il y a quelques semaines. À leur tour, les Serbes de Belopolje s'enfuient donc dans l'effroi. La revanche semble avoir noyé le Kosovo dans une haine sans fin. Pourquoi est-ce qu'on part? Mais vous voyez bien qu'ils attaquent tous les Serbes. Mais qui sont ces hommes? C'est l'UÇK. Alors que nous interviewons le fils d'une des victimes, des coups de feu retentissent. Oh là là, moi je me tire là. Ça va se prendre, se ci allontaniamo, eh. Via, via. Attenzione agli angoli, forza. Giù, giù. Longo. Giù, a terra. Terra, terra. Giù, a terra. Giù, giù. Les hommes de l'UÇK qui étaient encore dans le village viennent de faire diversion. Ils s'enfuiront sans être arrêtés par la KFOR. Les militaires organisent alors l'évacuation de tous les civils serbes. Des civils qu'ils désarment très facilement, plus facilement visiblement que les troupes de l'armée de libération du Kosovo. Cet après-midi, le village est complètement désert et quelques maisons brûlent. L'UÇK est venu finir le travail. Sans le vouloir, la KFOR a aidé le commando de l'UÇK à obtenir ce qu'il voulait, le départ définitif de tous les Serbes du village de Belopolje.
Et à Belgrade aujourd'hui, plusieurs centaines de Serbes réfugiés du Kosovo manifestaient dans le centre de la ville, protestant contre les autorités qui les ont trahis, disent-ils. Gérard Grisbeck, vous êtes en direct de Belgrade. Ce sont apparemment les laissés pour compte de cette guerre côté yougoslave. Oui, Béatrice, en réalité, ils sont évidemment très en colère après le président Milosevic. Ils se sentent lâchés, ils se sentent les dindons de la farce et disent-ils, on ne retournera pas au Kosovo car notre sécurité n'est plus assurée. Vous savez que le gouvernement a organisé toute une opération de retour. Eh bien, ces gens que nous avons rencontrés qui viennent de Prizren au Kosovo nous ont dit, eh bien, si le gouvernement veut organiser notre retour, il n'a qu'à rentrer avec nous et avec leur famille. Ils verront qu'en réalité, notre sécurité n'est plus assurée. Vous savez, ici, les gens se sentent vraiment perdus dans cette guerre qu'ils ont eu du mal à maîtriser. Et finalement, le bilan pour eux est catastrophique. Ils ont perdu le Kosovo, qui est devenu une entité albanaise. Bien sûr, l'intégrité territoriale de la Yougoslavie est respectée, mais tout cela est très formel. Et le Kosovo, aujourd'hui, est occupé par les forces de l'OTAN, même s'il y a des troupes russes de façon symbolique, et même si tout cela est habillé par les Nations Unies. Donc, si vous voulez, il y a un sentiment à la fois partagé de désespoir, et puis, d'une certaine façon, qu'on leur a un petit peu menti. Et puis l'opposition relève la tête avec aujourd'hui la déclaration de Vuk Drašković, l'un des principaux opposants au pouvoir de Belgrade, qui réclame, lui, un gouvernement de transition. Oui, c'est vrai que l'opposition se mobilise, mais c'est vrai aussi qu'en Serbie, traditionnellement, l'opposition est multiple et très divisée. Donc se pose le problème des mois maintenant qui vont venir, qui vont être des mois très difficiles. Vous savez, pour le moment, les gens sont assommés par cette guerre qui a été très dure, ces bombardements qui ont duré 2 mois et demi, cette infrastructure du pays qui maintenant n'existe plus. C'est un pays qui rentre dans un véritable sous-développement. Et donc les gens aspirent maintenant à une tranquillité, mais tout le monde dit ici qu'en réalité, les vrais problèmes vont se poser à l'automne. On a rencontré des gens dans la rue qui venaient nous dire il faut bien nous expliquer que ce ne sont pas les Serbes qui massacrent au Kosovo, mais c'était les paramilitaires, que nous ne sommes pas responsables de cela. Ne nous laisserez pas tomber, vous les Européens. Même hier, une personne est venue me dire, vous savez, Milosevic, il faudra le pendre, comme ici on a pendu les nazis après la guerre. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement très fort maintenant où on a l'impression qu'il va y avoir des règlements de compte très durs, que tout est possible, mais d'ici l'automne ou l'hiver. Merci Gérard Grisbeck. Jacques Chirac, ces dernières 24 heures, s'est beaucoup exprimé sur le Kosovo, réclamant une nouvelle fois le départ de Milosevic, une conférence de presse au G8, mais aussi une interview accordée à la chaîne américaine CNN. Le président de la République envisage dans cet entretien télévisé une aide possible à la reconstruction de certaines centrales électriques de Serbie. Je vous propose de l'écouter. Well, we are ready to give to the Serbs, of course, the humanitarian aid. But we are not ready to give economic aid. Then what is what? That is a problem. Are the electric plants humanitarian? Maybe, not all of them. Maybe, because of the heat, production of heat for the housing before winter. And, well, we have to discuss all together and have a position taken by all of us about what is humanitarian and what is not. Pour les Alliés, la justification des frappes aériennes était d'empêcher ou plutôt d'arrêter les atrocités commises par les forces serbes au Kosovo. Cette déclaration aujourd'hui du secrétaire d'État à la Défense William Cohen coïncide avec la découverte de camps de concentration qui auraient détenu quelques 60 000 Albanais, information rapportée par le journal britannique le Sunday Telegraph. Les images que vous allez voir maintenant sont difficiles. Elles retracent la dure réalité du nettoyage ethnique. François Cornet. Travail macabre pour les hommes de la KFOR à Dragacina au Kosovo. Sur les témoignages de réfugiés kosovars rentrés d'Exode, ces soldats allemands s'apprêtent à fouiller un puits dans lequel auraient été jetées les victimes de l'épuration ethnique menée par les forces serbes dans la province. La triste réalité constatée par la KFOR est chaque jour plus horrible. Autre exemple des atrocités commises au Kosovo, à Velika Kruša, où plus d'une centaine de corps calcinés ont été découverts cette semaine dans les décombres de cette maison juste après le départ des forces serbes du village. Ici, une commission d'enquête britannique comprenant des médecins légistes et des experts de Scotland Yard mène les premières investigations sur l'un des massacres imputés au régime de Slobodan Milosevic
par le tribunal pénal international de La Haye. Délicate et minutieuse mission pour ces enquêteurs. Dans 5 villages du nord du Kosovo, les forces de l'Alliance ont découvert quelques 60 000 Kosovars d'origine albanaise pris en otage par les Serbes pour être utilisés comme boucliers humains en cas d'intervention terrestre de l'OTAN. L'un de ces otages raconte. Vraiment, ici, on passait avec nous les jours très mal. Expliquez pourquoi c'était mal. Parce que toutes les heures, on passait ici avec les pistolets, on passait dans l'air seulement pour donner nous la peur. Ils avaient de bonnes raisons d'avoir peur, car dans ces villages, des otages ont été exécutés au moins jusqu'au 8 juin dernier, comme semble le prouver cette inscription sommaire sur l'une des tombes. D'après le ministère britannique des Affaires étrangères, les forces serbes auraient exécuté au moins 10 000 Kosovars, hommes, femmes et enfants dans la province. La découverte de l'horreur n'en est qu'à ses débuts. La fin du sommet du G8 à Cologne, la main dans la main, la paix retrouvée entre Moscou et Washington, plus un nuage entre Boris Yeltsin et le président américain. À Cologne, la santé du maître du Kremlin occupait davantage les esprits que la situation économique. Bill Clinton qui s'est voulu rassurant, indiquant après son entretien en tête-à-tête que Boris Yeltsin était clair, concis, direct et fort. Jean-Marc Ilouz. Les tsars, comme les vrais stars, savent toujours se faire attendre. Et c'est le dernier moment que le président Yeltsin a choisi pour venir remplacer son Premier ministre à un sommet des pays riches où la Russie aura su faire de sa faiblesse une force. Et pourtant, il en a eu du mal, Boris, à descendre la passerelle. Une démarche incertaine, mais une volonté intacte. Et voilà le vieux lion, le visage bouffi par les médicaments, qui repousse ses collaborateurs pour aller proclamer qu'après une dispute, il faut se réconcilier. Et pour montrer aux Russes que seul lui, le patron, peut régler ça avec les Occidentaux. Un premier entretien avec le chancelier allemand Gerhard Schröder, le maître des lieux et surtout le plus gros créancier de la Russie. Et puis, un face-à-face qualifié de crucial par les Russes pour enterrer la hache de guerre Kosovo avec l'Américain Bill Clinton. Pour la énième fois, un sommet du G8 qui réaffirme son soutien au brinque-ballant processus de réforme russe, mais avec un peu plus de rigueur si possible, et une promesse, celle d'un nouveau coup de pouce financier pour faire la soudure d'une crise à l'autre. La stabilité internationale est à ce prix. Après tout, l'intégration de la Russie n'a-t-elle pas facilité une solution au Kosovo? C'est une grande victoire pour la Russie, une victoire sur elle-même et une victoire pour la paix, pour la démocratie, pour les réformes, pour la réintégration dans la communauté internationale. Et c'est une victoire pour les alliés qui ont surmonté certaines méfiances et accepté de considérer que la Russie était un partenaire politique majeur. Un conflit contenu au Kosovo, une récession mondiale qui s'éloigne, avec une Allemagne dont l'économie reprend du poil de la bête et un Japon qui se requinque. On s'est même payé le luxe d'évoquer les dimensions sociales de la mondialisation. Un gros ouf de soulagement en somme ici à Cologne pour conclure ce sommet du G8 qui aura permis de dissiper de grosses incertitudes. Et puis Kofi Annan était à Paris, reçu à l'Élysée en fin de journée. Kofi Annan et Jacques Chirac se sont félicités que le règlement de la paix soit repassé sous l'égide de l'ONU. Ils souhaitent que l'OTAN ratifie l'accord entre l'UCK et la KFOR pour la démilitarisation de l'UCK. Voilà pour l'information Kosovo. À l'étranger toujours, la visite de Jean-Pierre Chevènement en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les Algériens pourront à l'avenir se rendre plus facilement en France. Par ailleurs, est à l'étude l'éventualité d'un retour d'Air France en Algérie. L'actualité en France avec les suites de l'affaire Coca-Cola. Si le gouvernement maintient sa décision de ne pas commercialiser certaines marques, le mystère reste entier après les premières analyses qui n'ont révélé aucune anomalie. On est donc en droit de se poser un certain nombre de questions. Sébastien Vibert, Valérie Lucas. Les canettes de Coca-Cola, Sprite et Fanta retirées de la vente s'entassent chaque jour davantage dans les conteneurs de la compagnie, comme ici en Belgique. Après 12 jours de crise, le mystère Coca-Cola reste entier. Les analyses de la répression des fraudes sont pourtant formelles. Les canettes produites à Dunkerque pour le marché français sont hors de cause, aussi bien la boisson que l'emballage.
Comment expliquer alors que 7 personnes dans le nord de la France aient été malades? Hypothèse, elles auraient consommé des canettes vendues aussi bien en Belgique qu'en France. Ces canettes, identifiées en flamand et en français, ont échappé au contrôle, faute d'avoir été clairement signalées par la direction de Coca-Cola. Le fait qu'il y ait 3 types de canettes et que les canettes bilingues n'ont pas été répertoriées comme des canettes entre guillemets à risque, même s'il est faible, nous a conduit dans la nuit de vendredi à samedi à renouveler donc notre principe de précaution. La recommandation du gouvernement de ne pas consommer les canettes de Dunkerque ne sera pas levée avant mardi prochain, le temps d'analyser ces fameuses canettes bilingues. La réouverture de l'usine de Dunkerque, prévue demain, a donc été reportée par la direction. De leur côté, les enquêteurs de la répression des fraudes et des affaires sanitaires ratissent tous les distributeurs et les cafés de la frontière franco-belge dans l'espoir de trouver enfin la clé de cette énigme. Le 60e congrès des HLM vient de s'achever, l'occasion pour le gouvernement d'annoncer différentes mesures financières pour favoriser les logements sociaux. L'exemple en Loire-Atlantique de ce fichier mis en place sur Internet, un instrument précieux qui permet de recenser l'offre et la demande, une initiative qui pourrait être généralisée. Jean Pézieux, Bruno Livertou. Marc et sa femme qui divorcent vendent leur maison. Marc cherche donc un logement en location. Avec ses indemnités de chômage, par ailleurs, il ne peut compter que sur le logement social. Rendez-vous ce jour-là dans une agence HLM pour déposer sa demande. Alors donc avec parking, ce qui me semble le plus adapté à votre choix d'urgence d'appartement pour le moment. 2 chambres, dont une pour accueillir sa fille quand il fait jouer son droit de visite, et plusieurs sites demandés sur la commune d'Orvaux où vivent l'enfant et sa mère. Les souhaits de Marc sont saisis dans un fichier informatique commun au HLM du département. Voilà votre demande de logement enregistrée. Le récépissé donc qui en découle, avec un numéro donc qui est unique à tous les organismes aujourd'hui. Grâce au fichier commun, ce couple, les Guven, a obtenu un logement dans cette tour. Ils attendaient depuis 5 mois. Selon les associations de locataires, le fichier commun raccourcit le temps d'attente de 20 à 30%. La remise des clés de ce 3 pièces, en tout cas, va permettre au couple d'avoir une vraie vie de famille. Le fichier, quelquefois, peut être défavorable aux demandeurs. Exemple, cette femme avec 2 enfants logés dans un 3 pièces. Depuis 2 ans, elle demande une pièce de plus. Bon, on m'en a dit, toujours rien, faut attendre. Il y aura des appartements libres au mois de janvier. Je suis retournée et toujours rien. Comment vous expliquez cette absence de réponse? Aucune idée, je ne comprends pas. En fait, le conjoint de Corinne l'a quitté. Un habitant de moins dans le logement, Corinne, dans le fichier, n'est plus prioritaire. Près de 4000 logements ont été attribués dans l'année en Loire-Atlantique pour 12 000 demandeurs. Or, ces derniers sont de plus en plus exigeants, disent les dirigeants HLM. Il faudrait construire de nombreux logements sociaux de qualité, une tâche plus difficile assurément que de monter un fichier commun. C'est mardi prochain que les candidats au bac professionnel commenceront leurs épreuves. Le succès grandissant de cette filière, avec cette année plus de 100 000 élèves qui, une fois leur diplôme en poche, ont toutes les chances de trouver un emploi. L'exemple de ce jeune chef de cuisine qui a su prendre la bonne filière, Didier Guyot, Jean-Claude Martin. Chef, je fais un marché 8 filets de bœuf, s'il vous plaît. Ça marche. Hôtel du Golfe, un 3 étoiles situé dans la banlieue de Lyon. C'est ici que Florent Perpina officie. À 28 ans, il est déjà le patron des fourneaux. Il y a 6 ans, il passait à un baccalauréat professionnel. Une formation concrète, des stages efficaces et le voici chef de cuisine. Avec son bac pro en poche, il n'a jamais eu de problème de travail. On trouve rapidement. Même pendant les études, on trouvait des extras, des remplacements. C'est assez facile, on va dire, à trouver. Et que ce soit dans la restauration ou ailleurs, n'importe quel bac pro? Je pense qu'en restauration, déjà, c'est un métier où on a tout le temps un emploi. On va dire qu'on a un emploi facilement. Les autres filiales, je pense que les bacs pro, quand même, débouchent à des postes à responsabilité assez facilement, je pense. En 1986, 1000 candidats se présentaient au bac pro. Cette année, ils sont 106 000 pour le plus grand plaisir des patrons. Une adaptation qui s'est fait beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'au niveau technique, ils ont déjà, au niveau des termes, des spécificités de notre jargon un petit peu dans le métier, bon, ils connaissent déjà tout ça. Et c'est vrai qu'en 1 mois et demi, 2 mois, ça y est, c'est une personne qui est opérationnelle. Retour au lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly. C'est ici que Florent Perpina fait ses études. Un lycée qui reçoit de plus en plus de demandes de scolarisation, car les élèves savent qu'ici, les débouchés ne manquent pas.
ce diplôme a vraiment été monté, donc il est jeune, il a une dizaine d'années, a été monté vraiment en partenariat avec les professions. Donc répond bien à des exigences de la profession. Et il est revu, réévalué, renégocié très rapidement, donc il colle toujours à la réalité. Et la réalité, pour Florent Perpina, c'est aussi la satisfaction des clients. La cuisine, c'est sa passion. Il espère d'ailleurs très bientôt ouvrir son propre restaurant. Bonne fin de journée, à bientôt alors. Au revoir. Un an après cette affaire qui avait secoué le milieu du scoutisme, il s'agissait, vous vous en souvenez, du naufrage en Bretagne d'adolescents menés à la dure par un mouvement marginal. Les Scouts de France ont décidé de donner un label de sécurité à leur organisation, une déclaration rassurante à la veille des grandes vacances. Patricia Charnelet, Olivier Journia. Depuis l'été dernier, l'image du scoutisme est brouillée. À Perros-Guirec, au cours d'une sortie en mer organisée par un mouvement de scoutisme marginal, 4 jeunes s'étaient noyés. D'où le besoin aujourd'hui, les associations reconnues par les pouvoirs publics, de redire les valeurs du mouvement. En aucune façon, il ne peut être récupéré par des courants sectaires, des courants intégristes ou des courants d'extrême droite. Les membres de la Fédération du scoutisme mettent au premier rang de leurs priorités l'ouverture, la solidarité, la responsabilité, l'engagement dans la société. À voir ces enfants s'amuser, il apparaît aussi que le jeu, tout simplement, est l'une des principales activités. J'avais envie de découvrir la nature, découvrir d'autres personnes que l'école, et pour un peu me promener dans les bois avec d'autres gens. Et alors, c'est bien? C'est super sympa, on s'entend tous très bien. En plus, on fait beaucoup de jeux très marrants. La patrouille de Mathieu, la patrouille des Baba Schultz, vous êtes de Bois. La très grande majorité des mouvements scouts ne pose pas de problème. Mais les parents manquent souvent d'informations, en particulier sur les petites associations aux méthodes contestées et contestables. Quand on est des parents, qu'on veut confier ses enfants à un mouvement, on se dit, on ne sait pas la différence. Tous les scouts sont des scouts, donc on est attiré, on se dit voilà, c'est des gens à qui je peux faire confiance. Et on ne se rend pas compte qu'on les met dans des milieux qui sont à la limite des sectes finalement, ou alors des orientations politiques déterminées, qu'on ne sait pas, comme c'est arrivé en Angleterre, des clans de pédophiles en plus, ce qui est pire encore. D'où l'idée de créer un label pour mieux identifier les associations sérieuses. Le scandale Festina, qui avait éclaboussé le Tour de France au terme de près d'1 an d'enquête, est sur le point de trouver un premier épilogue. Désormais, côté police, on a bouclé l'enquête. Le dossier sera remis en début de semaine au juge d'instruction. Olivier Caroff, Marcel Martin. C'est le principal accusé de l'affaire Festina. En avouant qu'il avait organisé le dopage dans son équipe, Bruno Roussel estime avoir pris ses responsabilités. En tant que directeur sportif, il estimait inévitable l'usage massif de produits comme le PO. J'avais le sentiment qu'il n'y avait pas d'autre solution, ou alors celle de quitter le vélo, mais je l'ai dit, ce métier je l'aimais et j'ai pas su dire non, j'ai pas su partir. Il y avait une troisième voie que je pouvais pas me résigner d'appliquer, c'est celle qui est souvent pratiquée dans le milieu cycliste, c'est de dire aux gars je veux des résultats, faut que vous gagnez des courses. Par contre, si un jour vous êtes pris positif, je vous vire parce que l'image du sponsor ne le supporterait pas. Mis en examen lui aussi, Richard Virenque préfère nier en bloc depuis le début du scandale. Il y a eu des coupables et ils sont écroués. Nous, on est seulement des témoins. Bouclée en moins d'1 an, l'enquête a éclaboussé d'autres équipes. Chez Casino, le champion Rodolfo Massi a été mis en examen. Chez Once, c'est un docteur, Nicolas Terrados. À la Française des Jeux, un soigneur, Jeff Dont. Mais les spectaculaires perquisitions menées sur le Tour de France 98 n'ont pas permis de prouver la généralisation du dopage. Tout a été fait pour que justement les gens ne parlent pas. Donc, on a voulu maintenir la loi du silence. Je pense qu'il y avait une volonté de maintenir la loi du silence parce qu'il y a des intérêts et puis parce que les coureurs ne souhaitent pas perdre leur emploi, les directeurs sportifs non plus, les sponsors eux tiennent à garder une bonne image. La société du Tour, elle veut que le Tour continue d'exister et avec des publics, avec un public et puis garder ses annonceurs. Autre affaire, toujours en cours, le dopage de l'équipe hollandaise TVM. Là aussi, le directeur sportif et le médecin sont mis en examen, mais les TVM sont exclus cette année du Tour de France. Ils ne risquent donc pas de nuire à la sérénité de l'épreuve. Pour le monde du cyclisme, la menace vient plutôt de derrière
7 portes, où une troisième affaire a éclaté. Ici, la police enquête sur 2 figures connues des seuls initiés, un avocat, Bertrand Lavelot, un vrai faux médecin, Bernard Sainz. Ils ont été arrêtés en flagrant délit lors d'une vente de produits présumés dopants. C'était il y a 2 mois. Depuis, certaines stars du cyclisme se sont à nouveau retrouvées face aux policiers. C'est le cas de Richard Virenque et, il y a quelques jours, de toute l'équipe de la Française des Jeux. Le Salon du Bourget a fermé ses portes, enchaînant les records, 300 000 visiteurs et 50 milliards de dollars de contrats. Pour sa clôture, comme à l'accoutumée, le meeting aérien, démonstration en vol du Beluga, le plus gros porteur au monde que vous voyez, puis les avions de chasse ont formé une sorte de parade pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le somptueux anniversaire des 2600 ans de Marseille. Depuis hier en fin de journée et durant une partie de la nuit, des centaines de milliers de personnes ont assisté à ces parades composées de 6000 figurants. Ballet nautique et feux d'artifice au programme. La fête de la musique qui marque le premier jour de l'été, c'est demain. Le succès de cette manifestation dépasse largement le cadre français, puisque désormais une centaine de pays organisent leur propre fête de la musique. L'exemple à Rome, où l'on accordait dès ce matin ses violons. Alain Chalbron. On avait bien fait les choses. Un petit kiosque sur la place Cavour, un bon orchestre de blues italien. Et oui, ça existe. Ça n'est même pas si mal. Et les gens apprécient, mais ils ne sont guère nombreux. Car ce qu'on avait oublié, c'est la pluie. Un ciel d'encre sur Rome. Pas de chance, il n'avait pas plu depuis un mois. Et ça a gâché un peu la fête, avec ces 200 manifestations sur les places de la ville éternelle. Ces malheureux latino-américains sont un peu esselés. Il en faudrait plus. Pourtant, pour décourager des organisateurs romains. Sur la place de la Bocca della Verità, on prépare activement le grand concert de ce soir, qui verra se produire les plus grands chanteurs italiens, enthousiasmés ici par l'idée toute neuve de la fête de la musique. La fête de la musique, c'est la fête de l'esprit, pardon, de l'esprit. Donc c'est très important. Et aux surprises, ce n'est pas le maire de Rome qui est là, mais celui de Blois, Jack Lang en personne, le papa de la fête de la musique dans le monde entier. Quand voici une vingtaine d'années, nous avons créé la fête de la musique en France, je ne pensais pas que cet événement ferait le tour du monde. Mais je crois qu'il faut-il remercier. Il faut remercier surtout la musique. La musique, oui, qui envahit désormais tous les ans autour du 20-21 juin les rues de plus de 100 pays dans le monde. Céline Dion au Stade de France, devant plus de 80 000 spectateurs unis dans une même ferveur. Hier soir, la star québécoise a donné toute sa mesure pour le premier de ses concerts qui l'emmèneront à travers toute l'Europe, même si Céline Dion a considérablement allégé son programme. Françoise Roy, Blaise-Grenier. Après les Rolling Stones et Johnny Hallyday, Céline Dion est la 3e artiste à investir le Stade de France. À 31 ans, la Québécoise a tout conquis. Elle est devenue l'une des plus grandes stars du monde. Devant 80 000 personnes, elle a chanté, dansé et enthousiasmé un public, il est vrai, conquis d'avance. C'est la star mondiale de la chanson. Une super belle chanteuse qui a une super belle voix et qui est très jolie. Ma soeur, elle connaît toutes les paroles de Céline Dion. Mais elle a aussi beaucoup ému lorsqu'elle a évoqué René, son mari malade, qui se repose là-bas en Floride.
René est en Floride en ce moment. Il était si bien confortable dans son sofa en Floride, dans son salon. Et grâce à la technologie, eh bien, ce soir, René, il est avec nous. Il voit le spectacle, il vous voit et il vous entend. Alors merci pour cette belle énergie. Mon amour, je t'aime. On est avec toi puis on t'aime au bout. Sa carrière est exemplaire, sa voix exceptionnelle, elle a vendu 60 millions d'albums en 30 mois, un disque se vend toutes les secondes. Émotive, elle ne connaît rien d'autre que la chanson où sont toujours prononcés les mots amour et love. Ce sont ses derniers concerts avant de quitter la scène pour un long congé sabbatique et se consacrer à sa vie privée. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Au Kosovo, avec quelques heures d'avance, le retrait des forces serbes est total. L'OTAN annonce officiellement la fin de sa campagne aérienne et les États-Unis confirment qu'un accord a été passé sur la démilitarisation de l'USICA. Boris Yeltsin en vedette au G8 à Cologne, Moscou et Washington enterrent l'âge de guerre. Le président américain lève les inquiétudes sur l'état de santé du maître du Kremlin. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, le nombril du monde avec Michel Boujna, minuit 30, le dernier journal, Laurence Ostolazza. À 20h demain, vous retrouverez Benoît Duquesne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.